Voilà, bonjour, bienvenue pour cette 35e édition sur l'Espace pour demain, le grand rendez-vous du space pour construire ensemble l'avenir. La question du climat est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos sociétés, des orientations politiques. C'est donc tout naturellement que les organisateurs du space et leurs partenaires des chambres d'agriculture ont décidé d'aborder ce sujet sur l'Espace pour demain. La question est aujourd'hui posée: comment l'élevage peut réduire son impact sur le climat? Pour apporter des réponses techniques et des solutions pragmatiques, 3 tables rondes chaque jour ont été organisées sur l'Espace pour demain. Nous avons parlé mardi de la filière porcine et avicole, comment maintenir les performances en intégrant le bas carbone et la sobriété énergétique. Hier, notre table ronde était et avait pour thème les herbivores, source de solutions. Là, aujourd'hui, thème, on va dire, plus sociétal, plus de société autour de la table, avec cette thématique, l'élevage, un coupable idéal. Point d'exclamation ou point d'interrogation selon les uns ou les autres. Et peut-être que derrière le thème élevage, on y voit également derrière le mot éleveur. Est-ce que l'éleveur n'est pas pointé aujourd'hui du doigt par rapport à ces problématiques? Alors, quelle réponse des professionnels face à ces défis? Nous aurons le plaisir d'entendre Anne Mottet, chargée des politiques d'élevage de la Food and Agriculture Organization, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle nous fera un petit exposé dédié, exclusif pour ce rendez-vous. Jean Jouzel est avec nous. Bonjour Jean, climatologue et ancien vice-président du GIEC. On vous connaît parce qu'on vous a vu souvent également dans les tribunes de la presse, à la télévision, pour nous alerter, pour nous faire prendre conscience que les choses ne sont plus comme avant. Voilà, et qu'il y a une nécessité là d'y aller. Ghislain Zoukolo, bonjour Ghislain, vous êtes directeur de Wellfarm, organisation mondiale pour la protection des animaux de ferme, créée afin d'œuvrer pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux à toutes les étapes de leur vie, élevage, transport, abattage. Là aussi, c'est vrai que le thème, et vous étiez d'ailleurs l'an passé avec nous, du bien-être, est un élément de réponse à apporter aussi dans la problématique du climat. André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Vous êtes également éleveur, énergéticien, c'est ça? Énergiculteur. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous êtes éleveur de porc, en tout cas dans le Finistère. Philippe Pointreau, délégué au développement Solagro. Philippe Pointereau, il est avec nous en duplex et on va le voir, on va le saluer. Il doit être avec nous dans quelques instants de Toulouse. Oui, bonjour, voilà, Philippe bonjour Pointereau, à tous. Bonjour. Bonjour à tous de Toulouse, voilà, où il fait toujours aussi sec. Ok. Merci encore Philippe Pointereau. Votre association Solagro est une association, vous le revendiquez, apolitique, qui œuvre pour la valorisation de l'agrobiologie avec la volonté de voir une baisse des élevages. Vous nous en reparlerez tout à l'heure. Philippe Legrand, nutritionniste, directeur de recherche, professeur à Agro-INSERM, que nous retrouverons également ici même, au sein de cette table. Voilà, merci d'être avec nous. Et puis, nous aurons l'occasion de retrouver, comme hier, Jean-Louis Perrault, directeur de recherche INRAE. Je ne vais pas donner tous vos titres, mais on peut dire que vous présidez l'Animal Task Force, plateforme qui réunit une vingtaine de pays, et vous préparez une étude prospective pour la Commission européenne sur la place de l'élevage dans l'agriculture de demain. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Une première question en introduction. Je vais vous demander une réponse courte. Diriez-vous que cette période que nous vivons, réchauffement climatique, bouleversement géopolitique et économique, est une chance, une opportunité, on va faire un peu de cynisme quelque part, un mal nécessaire pour bousculer nos certitudes et nous amener à mieux respecter la terre, notre terre? Allez, André Sergent, vous ouvrez le bal, comme on dit. Bien, bonjour à tous. Donc en fait, moi déjà en introduction par rapport à la thématique, quand on dit l'élevage coupable idéal, je m'adresserai d'abord à mes agriculteurs, à nos agriculteurs et notamment aux jeunes en leur disant quelque part, n'ayez pas peur. Parce qu'en fait, effectivement, notre agriculture, elle est au cœur des sujets du climat notamment, mais je trouve qu'il ne faut pas avoir peur parce que des solutions pour répondre à ces défis, on en a. Et c'est ça qui me passionne. Très bien, merci pour cette réponse. Vous êtes comme Georges Marchais, André, vous avez vos réponses et nous, on a nos questions. Alors, également avec nous, on a donc Philippe Pointreau, délégué Solagro, donc en duplex. Voilà, bonjour Philippe.
Alors, opportunité, chance? Bah, opportunité. Je pense que là, on a atteint une situation vraiment critique sur tous les plans, quoi. Nous, ici, au niveau de Toulouse, la Garonne est en alerte, en débit de crise maximum. Il manque 20 mètres cubes d'eau, asséchée notamment par la culture du maïs. Voilà, donc il y a la crise de l'énergie qui se profile. On a l'impression qu'on empile les problèmes sans vraiment trouver les bonnes solutions. Donc c'est ce qu'on va parler maintenant, quoi. Donc bien entendu, il y a des solutions, on les connaît. Hein. On va les développer. C'était juste une question voilà. Et une réponse très courte. D'accord. On vous a entendu. Merci Philippe. Également Philippe Legrand, nutritionniste, directeur de recherche et professeur agro-INSERM. Quel est votre point de vue? Chance, opportunité? Est-ce que vous allez répondre réellement à ma question? À peine. Comme citoyen, je pense que c'est une info importante qui peut mobiliser. Comme scientifique, on n'a pas attendu cet été pour se mettre en route. Très bien. Merci. Alors, Jean-Louis Perrault, est-ce que c'est pareil qu'hier, votre position? Oui, elle n'a pas changé depuis cette nuit. J'ose pas dire que c'est une chance parce que c'est quand même des périodes difficiles pour l'agriculture, mais ça permet, je pense, quand même de vraiment prendre conscience de ce que sera le monde de demain. Et encore, c'est qu'un petit aperçu et ça nous montre à quel point il faut qu'on travaille sur la résilience de nos systèmes et sur le bouclage des cycles, hein, et notamment celui du carbone, et on y reviendra dans la journée. Ghislain Zoccolo, quel est votre point de vue là-dessus? Chance, opportunité? Ça dépend des réponses qui seront apportées, parce que soit... Non mais vous, quel est votre regard par rapport à la situation actuelle? Vous considérez que c'est une chance, une opportunité, cette situation pour vous faire entendre, par exemple? J'ose espérer que ce sera une opportunité si on prend les bonnes décisions. Ouais. Voilà, si on fait les bons choix. Parce que soit on fait les choix d'aller vers plus de performance, plus de productivité, et on conforte le système existant et on fait une fuite en avant, soit on fait le choix de repenser nos systèmes de production et notamment d'élevage pour aller vers quelque chose de plus durable et résilient et mieux, des systèmes qui prennent aussi mieux en compte le bien-être animal. Voilà. Jean Jouzel, vous auriez pu être présent il y a 10-15 ans ici, hein? Oui, je pense, oui. Mais même plus, 40. Même plus, hein. Alors, chance, opportunité. En fait, ça pourrait être une chance si c'est vraiment... eh bien, si ça engage vraiment à l'action. On parle d'élevage. Si l'élevage s'engage vraiment à la fois... Alors, l'action, elle peut être double. Là. Il y a vraiment l'adaptation au réchauffement climatique qui est inéluctable, mais aussi la participation, André l'a évoqué, finalement à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a différentes façons de le faire. Donc, mais on verra dans quelques années si vraiment l'élevage s'engage dans ces deux directions. C'est très important. Merci Jean pour ce premier rapport. Alors pour poser les bases de l'échange, nous vous proposons donc de retrouver Anne Mottet, chargée des politiques d'élevage à la Food and Agriculture Organization, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle n'a pas pu être parmi nous pour des raisons liées à une mission importante qu'elle mène en Afrique. On va la retrouver pour qu'elle nous livre une réflexion sur l'alimentation mondiale, élevage et climat, les grands défis, car le climat nous rappelle que nous sommes sur une seule et même terre. Bonjour Madame Mottet. Ça va prendre un peu de temps, hein. Bonjour. Bonjour, je suis désolée de ne pas être présente à Rennes pour cette table ronde. Je suis actuellement dans l'ouest du Kenya pour dispenser une formation sur le calcul des gaz à effet de serre en élevage. Mais j'ai enregistré cette petite vidéo pour vous présenter les grands défis, les grands enjeux liés à l'alimentation mondiale, à la sécurité alimentaire, à l'élevage et au climat. Alors, la grande question, c'est combien il va nous falloir de nourriture en 2050, par exemple, par rapport à, ici c'est des scénarios qu'on a étudiés à la FAO par rapport à 2012, pour différentes formes d'alimentation, les céréales, la viande, le lait, les œufs, etc. Alors, on a étudié à la FAO plusieurs scénarios. Un scénario qu'on appelle business as usual, donc c'est-à-dire si rien ne change par rapport aux tendances de consommation et de politique actuelles. Un scénario avec un peu plus de durabilité, qui s'appelle Towards Sustainability, puis un scénario avec un petit peu moins de durabilité, avec des sociétés un peu plus stratifiées, c'est-à-dire des inéquités entre les plus riches et les plus pauvres un peu plus marquées.
Mais ce qu'on retient quand on voit ce tableau, c'est qu'il nous faut plus de tout, en fait, quel que soit le scénario. Et sur le scénario business as usual, vous voyez que il nous faudrait 52% de plus de viande, 40% de plus de lait, 54% de plus de céréales, 49% de plus de fruits et légumes. Donc finalement, une alimentation qui doit augmenter. Donc on doit produire plus avec, si on veut résoudre le problème du changement climatique, avec moins de ressources. Alors les inégalités, on les connaît, il existe des grandes inégalités entre, par exemple ici, la répartition des kilocalories, de l'offre alimentaire en kilocalories entre les régions, et puis de sa composition. Vous voyez une contribution plus ou moins importante, la part verte, des produits végétaux par rapport aux produits animaux, comme par exemple le lait en bleu ou la viande en jaune. Mais ce qu'on voit, c'est donc qu'on a des régions où on a moins de 2300 calories, par exemple en Afrique de l'Est, par jour et par personne, et des régions comme en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, où on a plus de 3500 calories. Alors, ces inégalités, elles sont encore plus marquées si on regarde en termes de nutrition. Alors ici, je prends l'exemple des protéines, l'offre en protéines, en grammes par jour et par personne. On compte à peu près 60 grammes par jour pour une personne d'environ 80 kilos qui a une activité plutôt sédentaire. Et donc, vous voyez que déjà, il y a des régions où on est en dessous de cette moyenne, et puis des régions où on est très au-dessus, de nouveau les mêmes régions. Par contre, alors on voit qu'on a des distributions, des compositions de l'offre en protéines qui varient aussi beaucoup, qui est encore plus marquée que l'offre en kilocalories. Et puis ce qu'on voit, c'est quand même que la part des protéines d'origine végétale reste quand même assez importante, presque dans toutes les régions, la majorité. Donc on a des régimes alimentaires qui sont, comme on dit en anglais, plant-based, qui sont toujours de toute façon basés avant tout sur les protéines végétales dans la plupart des régions du monde, à l'exception donc de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et puis d'une partie de l'Océanie. Mais c'est aussi le cas des autres formes de malnutrition. Donc on a le problème de la faim, une forme de malnutrition. Une autre forme de malnutrition, c'est le déficit nutritionnel, alors qui provoque par exemple, comme on voit ici, le mot stunting en bleu clair, c'est-à-dire des retards de croissance chez les enfants, ou l'anémie, comme vous voyez ici, l'anémie des femmes. Presque une femme sur 3 au niveau mondial souffre d'anémie. Et puis, c'est pas un chiffre uniquement lié aux pays les plus pauvres. Une personne sur 3 aux États-Unis, une personne sur 3 au Royaume-Uni, une femme sur 3 souffre d'anémie aussi. Donc, on a des questions de déficit nutritionnel qui sont un peu réparties partout dans le monde. Et puis, on a une troisième forme de malnutrition qui est liée à l'obésité, à la surconsommation, au surpoids, qui affecte tant les adultes que aussi, malheureusement, on voit les enfants. On a aujourd'hui 6% des enfants qui sont en surpoids. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que ces déficits nutritionnels dont j'ai parlé, il y a des aliments qui sont particulièrement denses en nutrition et qui sont importants pour cette forme de malnutrition, donc de déficit nutritionnel. Donc, vous voyez par exemple ici deux exemples de la quantité de ces différentes formes d'aliments pour couvrir environ 33% des besoins en fer, en vitamine A, en zinc, en calcium, etc. Vous voyez, il faut 1 gramme de foie de ruminant ou de foie de bœuf, 3 grammes de foie de poulet par exemple, 35 grammes d'œufs et puis 139 grammes par exemple les pulses, donc des légumineuses, des graines de légumineuses. Donc vous voyez l'importance des aliments denses en nutrition, beaucoup d'aliments d'origine animale ici, mais aussi ce qu'on appelle les dark leafy greens, c'est-à-dire les végétaux à base de feuilles vertes qui sont par exemple des épinards, très riches aussi en nutrition. Alors, sur la question du changement climatique, avant de regarder un peu les émissions et comment les réduire, moi j'aimerais bien poser la question de cette façon. On s'oriente quand même vers un monde où on va avoir un budget limité en termes de tonnes de CO2 à allouer. Donc si notre budget était les tonnes de CO2, dans quoi on voudrait le dépenser? Alors là j'ai comparé la valeur ajoutée en termes de produit intérieur brut, de GDP en anglais, produite par l'agriculture en vert contre les autres secteurs, services et industries
en gris. Alors clairement, si on veut faire de l'argent, il ne faut pas mettre son CO2 dans l'agriculture. Vous voyez, on produit environ un tiers ou un quart de la valeur ajoutée en agriculture par rapport aux autres secteurs au niveau mondial. Ça varie dans les groupes de pays, vous voyez, entre pays riches et pays pauvres, mais donc la valeur est quand même inférieure en agriculture. Par contre, si on veut regarder combien on peut générer de jobs, d'emplois par tonne de CO2, ben là, dans l'agriculture, c'est presque 2 fois plus de jobs pour une tonne de CO2 que dans les autres secteurs économiques, là aussi avec des différences entre pays riches et pays pauvres. Et puis, bien sûr, ben, si on regarde les kilocalories, l'alimentation, là, on ne produit quasiment rien donc, dans les services et l'industrie, et donc par tonne de CO2, on voit la répartition des kilocalories produites entre les différents pays. On a des efficiences un petit peu moins dans les pays les plus pauvres, mais on voit que globalement, on a des niveaux de production qui sont élevés par tonne de CO2. Et puis enfin, on peut regarder les tonnes ou les grammes de protéines produits, et donc les protéines de nouveau avec la répartition entre protéines végétales et protéines animales, et ces différences entre pays riches et pays moins riches. Vous voyez qu'on a des protéines animales qui contribuent au mix de façon plus importante dans les pays les plus riches. Alors, avant de regarder comment réduire les émissions, il y a aussi la question de comment calculer ces émissions pour choisir son alimentation. Alors là, cette fois, on se place du point de vue de l'individu, du consommateur, plus tellement du point de vue du décideur politique. Et donc, si je choisis mon alimentation en fonction des émissions par produit, souvent, je regarde ce graphique où on voit que les émissions par kilo de produit sont beaucoup plus faibles quand on mange des carottes ou des patates, etc., comme vous voyez sur ce graphique à gauche, que des produits animaux. Vous voyez, tout en bas, on a le poulet, la viande de porc, le fromage et le bœuf. Alors, ça, c'est des résultats, des chiffres qui sont valables pour le Danemark, pour certains systèmes de production. Nos valeurs en rouge sont représentées ici au niveau de la moyenne mondiale. C'est pas forcément aussi catastrophique pour le bœuf quand on regarde les moyennes mondiales. Mais par contre, on a parlé de nutrition et là, donc on voit que il y a aussi quand même des produits animaux qui sont beaucoup plus denses en nutrition, comme on l'a dit. Et donc là, on inverse un peu l'ordre dans les produits animaux. Vous voyez, tout en haut, on a le fromage. Ensuite, on a quand même donc des légumineuses, mais ensuite les œufs, la viande de porc. Donc, c'est les produits les plus denses en nutrition. Et puis, du coup, si on regarde les GES, les gaz à effet de serre, par rapport à la nutrition, on a de nouveau un ordre qui est affecté, qui n'est plus le même. Alors le bœuf en souffre toujours quand même parce qu'on avait des niveaux d'émissions élevés dans les systèmes étudiés, mais vous voyez qu'on a par exemple en troisième position les œufs, qui sont donc des produits très denses en nutrition par rapport aux émissions de ces produits. Alors, avant de conclure, nous, on a étudié un petit peu les différentes solutions pour réduire les gaz à effet de serre. On a regroupé ces solutions en 3 grandes stratégies. La première étant de continuer d'améliorer la productivité, mais surtout l'efficience, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz par kilo de produit, tout en faisant attention à ne pas augmenter les effectifs. C'est parce que si on réduit les émissions par kilo, mais qu'on continue d'augmenter les effectifs de façon importante dans certains pays, on va avoir des émissions totales qui continuent d'augmenter. Donc, efficience et effectif. La deuxième grande solution, c'est bien sûr le carbone des sols, et en particulier dans les prairies, mais attention au surpâturage dans certaines régions. Et enfin, la troisième solution, c'est réduire les pertes et gaspillages. Alors bien sûr dans les filières, au niveau des consommateurs, mais aussi dans les systèmes de production. Par exemple, plutôt que d'utiliser, de dépendre des céréales et des oléoprotéagineux pour l'alimentation animale, utiliser au mieux les résidus, les coproduits de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie céréalière, recycler les effluents de manière plus efficiente. Il y a encore beaucoup de nutriments et d'énergie liés qui viennent des effluents comme les fumiers et les lisiers qui sont malheureusement pas utilisés au maximum de leur potentiel. Et enfin, donc pour conclure, si on regarde un peu la question de est-ce qu'il vaut mieux travailler au niveau de l'offre, au niveau de la production, améliorer l'efficience
ou réduire sa consommation de viande, par exemple. Alors nous, sur la gauche, c'est un peu l'analyse qu'on a fait sur plusieurs systèmes, plusieurs types de systèmes. Vous voyez tout en bleu, l'Amérique et l'Europe, c'était les systèmes laitiers mixtes dans les pays de l'OCDE, où on avait regardé, par exemple, la supplémentation lipidique pour réduire les émissions de méthane entérique, la digestion anaérobique des fumiers, et puis améliorer l'efficience en énergie. On avait des réductions possibles de 14 à 17% des émissions. Et puis, quand on regarde le potentiel de la réduction de la surconsommation de produits animaux, disons, il y a un potentiel important de réduction des émissions aussi lié à ça. Mais certaines études commencent à regarder un petit peu la faisabilité et sans conclure que l'une est meilleure que l'autre, elles concluent que travailler au niveau de la production est peut-être plus réalisable. Et en tout cas, les deux devraient être faits, mais la faisabilité est sans doute plus réalisable au niveau de l'offre et de la production. Donc voilà les éléments que je voulais présenter aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention. Merci Madame Mottet pour ces précisions et l'ensemble de cette expertise que vous nous avez proposée en ouverture de cet échange, spécialement pour le SPACE et cette table ronde. Alors, c'est vrai que c'est une approche on va dire mondiale, hein, macro. Après, il faut rentrer dans les subtilités de chacun des territoires, voire peut-être des régions. Mais on va s'adresser également à vous, Jean-Joseph, qui avez eu cette vision aussi internationale en tant qu'ancien président du GIEC. Qu'est-ce que vous retenez finalement des propos d'Anne Mottet? Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce qu'elle apporte dans la discussion et dans le débat? Donc, merci Olivier. Bon, bien sûr, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette vision globale et puis aussi différenciée d'un continent à l'autre. On le voit bien par rapport, bien sûr, à l'alimentation en général, mais le rôle de l'élevage. Moi, j'ai bien aimé effectivement les solutions, que soient exposées les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour... En fait, on est face à un double enjeu. Hein, donc, comment l'élevage peut moins contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, ça a été bien discuté. Je crois qu'on a discuté hier aussi qu'il n'y a pas que la diminution des émissions des gaz à effet de serre, il y a aussi le stockage du carbone qui est évoqué, évidemment. Et puis, moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est aussi comment ce monde va s'adapter. Peut-être qu'il est intéressant par rapport à ce qu'a dit Anne Mottet de redire quelques chiffres. Enfin, disons là. Il y a vraiment deux aspects qui m'intéressent d'évoquer. C'est d'abord les chiffres pour la France. C'est quand même intéressant de rappeler que l'agriculture, c'est 19% des émissions. Donc, disons 45% pour le méthane. C'est-à-dire que le méthane, alors si on parle plus d'élevage, c'est à peu près 8 à 9% des émissions en France. Alors, ce sont souvent des chiffres, Monsieur Joël, qui ont été discutés parce qu'on a dit à un moment donné que ces 17-18% correspondaient aussi à des exploitations, en tout cas des fermes qui n'étaient pas obligatoirement en mouvement, en activité. Et donc le chiffre était un petit peu trompeur. Oui, mais quand même, le CITEPA est un organisme très sérieux, disons, ça peut jouer sur disons à la marge, hein, bien sûr, il y aura toujours, mais je crois que ces chiffres sont quand même généralement acceptés. Il y a vraiment ce point, moi, disons, mais il y a un point que je souhaite dire aussi, mais qui va être dit, on parle de réchauffement climatique, alors voilà, bien sûr, est-ce que l'élevage est coupable? Bon, disons, il y participe, il faut bien être conscient, mais surtout, l'élevage est quand même très sensible à ces problèmes d'effet de serre. On peut parler des sécheresses et de la disponibilité du fourrage actuellement, mais on peut parler aussi, moi j'ai été très marqué par... ces troupeaux, disons, nous sommes assez égoïstes, je crois. C'est-à-dire que, disons, on regarde les conséquences du réchauffement climatique sur notre humanité, mais, disons, la nature qui nous entoure, et c'est ce que dit le GIEC de façon très, très, très ferme, c'est très clair que les animaux souffrent autant que nous de ce réchauffement climatique. Et là aussi, c'est pas moi qui parlais de bien-être animal, mais il y a aussi un point d'attention à avoir. J'entendais l'autre fois de cette possibilité de climatiser les stabulations libres, donc vraiment on se pose vraiment ce type de questions. Mais comment fait-on effectivement? C'est aussi un point qui me semble important. Donc il y a ce double aspect, et il y a bien sûr l'aspect des opportunités qu'on pourra évoquer, hein, parce que c'est
disons, le monde agricole en général, il y a quand même beaucoup d'opportunités. En termes, je pense qu'André en parlera, par exemple, d'énergie, hein, bien sûr, de contribution. Donc c'est tout cela dont on peut parler, mais c'est ces trois volets qui sont intéressants. Si on parle de l'élevage, il ne faut pas simplement se limiter aux émissions. Alors après, on peut parler du régime alimentaire, on peut parler du gaspillage alimentaire, tout cela, ça a été évoqué. Voilà un petit peu, disons, je pense qu'il faut prendre l'ensemble de ces aspects en compte si on veut discuter d'élevage. À la fois, il faut prendre en compte l'ensemble des problématiques et puis après, il faut les prendre une par une pour voir quelles sont les solutions, les leviers qu'il faut actionner. Vous avez le micro, Jean-Louis Perrault, juste pour avoir votre réaction par rapport à ça. Parce que hier, on parlait beaucoup des herbivores sources de solutions. Est-ce que finalement, vous êtes en phase avec les propos d'Anne Mottet pour demain ? Oui, tout à fait. Enfin, le problème est tellement complexe que c'est difficile de résumer ça en 2-3 minutes. Mais enfin, je veux dire, il y a absolument aucun doute sur la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. Enfin, je pense qu'on en parle même plus. On est tous d'accord. L'élevage, l'agriculture, enfin plus que l'élevage, c'est l'agriculture qui a son mot à jouer, parce que je pense on ne peut pas dissocier l'élevage des cultures, parce qu'une partie de la solution passera par une agriculture beaucoup plus circulaire qui ne fera plus de déchets. Et un des grands moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est de valoriser les effluents d'élevage. Elle l'a dit, Anne Mottet. Oui, réduire les pertes et gaspillage. Parce que le coût énergétique et le coût geste de l'engrais minéral, c'est énorme par rapport au coût geste des effluents d'élevage. Alors les effluents d'élevage, il y a le problème d'ammoniac à traiter, mais celui-là, mis à part, c'est une des solutions, c'est vraiment cette circularité. Et puis l'animal, il recycle toutes les biomasses végétales qu'on ne consomme pas. Hein. À l'échelle mondiale, c'est 86% de la biomasse mangée par les végétaux, les animaux qui ne sont pas consommables par l'homme. Donc l'animal est un recycleur par nature. On a peut-être perdu un petit peu ça dans certains systèmes très intensifs chez nous, et il faut y revenir. Après, sur réduire les émissions des troupeaux, oui, bien sûr, mais en fait, ça se fait déjà. Et puis, c'est toujours compliqué de présenter les choses parce que M. Jean Jouzel disait 19% des émissions nationales et même européennes, en fait, hein, c'est à peu près les mêmes chiffres, sont liées à l'agriculture, dont axe est important, il faut baisser. Et en même temps, l'enjeu est planétaire et l'agriculture ou l'élevage européen, l'Europe, c'est 7 ou 8% des vaches mondiales. Donc, l'enjeu de réduction du méthane, c'est vraiment au niveau mondial qui se pose. Chez nous, on va le réduire. Mais ce qui compte, c'est le reste de la planète. Et je pense que c'est notre responsabilité enfin, moi, je viens de la recherche, de porter des technologies pour que les pays moins en avance que nous réduisent fortement leurs émissions. Parce que pour l'instant, Anne l'a bien dit, il faut augmenter la production parce qu'il y a une demande. Mais ça se fait avec des systèmes, ça se fait avec une augmentation de la population de ruminants, ce qui est vraiment pas bon, ça c'est clair. Nous, en France, la population de ruminants, on était à pas loin de 20 millions de bovins dans les années 80. On est à un petit peu plus de 16 millions aujourd'hui. Donc quand on dit réduire l'élevage, il y a longtemps que ça s'est fait déjà, enfin que ça a commencé chez nous. On peut peut-être réduire encore un peu. Et hier, je plaidais pour réduire la population de bovins en maintenant la production de lait et de viande, mais en étant plus efficace dans la gestion des troupeaux. Donc on pourrait y revenir. Mais donc, il y a ça, mais il faut vraiment savoir que dans un monde qui a besoin de viande et de lait, l'Europe est la zone où la production est entre guillemets la plus efficace si on la qualifie en termes de combien j'émets de geste par kilo de produit. Et donc tout ce qui ne sera pas produit en Europe, et l'Europe ne produit pas beaucoup, j'insiste toujours là-dessus, ça sera produit ailleurs avec des méthodes aujourd'hui moins efficaces que les nôtres. Hein. En Asie, on fait 5 fois plus de gaz à effet de serre par kilo de viande que chez nous. C'était montré aussi dans les graphiques. Donc on a vraiment cette responsabilité pour aider ces pays à aller vers une agriculture plus vertueuse en montrant l'exemple chez nous. Et le Green Deal européen, c'est vraiment, je pense que c'est ça. On doit, même si on est efficient par rapport à d'autres, on doit encore gagner en efficience. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que le chiffre de 19% des émissions nationales, il faut l'avoir en tête. Après, on peut discuter sur la métrique, etc. Mais l'enjeu, il est là quand même, quoi. Alors, on va retrouver en duplex à Toulouse Philippe Pointreau qui suit nos débats, hein, nos échanges. Il est bien au fait parce qu'il écoute et il entend tout ce qui se passe. Donc vous êtes délégué au développement Solagro. Philippe Pointreau, votre association, encore une fois, a travaillé sur un scénario de transition alimentaire pour diviser par 2 les gaz à effet de serre, d'où ce souhait également que vous avez, de ce que j'ai compris, de diviser par 2 la production d'élevage. C'est ce vers quoi on doit tendre, selon vous? Nous, déjà, on essaye d'appliquer les feuilles de route gouvernementales. Hein.
l'objectif de réduire par 2 les gaz à effet de serre en agriculture, c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est l'Europe et l'État français, déjà. Juste déjà, avant de revenir aux solutions, finalement, ce qu'a montré Anne Mottet, c'est finalement l'importance des protéines animales dans l'alimentation des Européens et particulièrement des Français, puisque la France est quasiment le premier consommateur de protéines animales au monde. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, on en consomme, elle ne l'a pas dit, mais 1,7 fois trop par rapport aux recommandations de son organisation, la FAO, quoi. Aujourd'hui, l'élevage, tout confondu en France, c'est à peu près 90% de notre empreinte surface pour notre alimentation. Voilà, donc la situation, c'est celle-là. Donc quand on essaye ce qui est important, c'est de maintenir aussi une vision globale des enjeux. Donc là, il y a les gaz à effet de serre, mais enfin, il y a la biodiversité. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu sur l'eau. Tous les fleuves européens sont à sec. Nous, on est quasiment sur la Garonne que je traverse tous les matins. On atteint quasiment la situation de crise totale. Voilà, énormément de rivières sont asséchées. Donc il faut prendre tout ça en compte. Et en fait, parmi les solutions, si on ajoute aussi les orientations prises par le ministère de la Santé au travers son plan national nutrition santé, qui dit clairement qu'il faut réduire la consommation de produits animaux, hein, puisqu'on est passé de 3 produits laitiers à 2 produits laitiers par jour, et qu'on a fixé des limites de consommation maximale sur la viande rouge et le porc qu'on n'avait pas avant, quoi. Voilà. Donc en fait, la solution n'est pas du tout la suppression de l'élevage, comme ça a été dit à peu près par tout le monde. La question, c'est de changer l'élevage. Donc il faut aller vers des élevages plus vertueux. Donc pour les ruminants, ça veut dire mettre en œuvre ce qui est déjà réfléchi depuis très longtemps, depuis 40 ans en Bretagne, d'aller vers des systèmes à l'herbe, plus autonomes, qui produisent leurs propres aliments, au lieu d'aller chercher du maïs sans silage, qui utilise des terres arables, il ne faut pas l'oublier, mais surtout du soja du Brésil. Aujourd'hui, le Brésil a atteint l'année dernière son maximum de déforestation. On perd 1,7 million d'hectares de forêt en Amazonie tous les ans en ce moment. Et je veux dire, et l'Europe, la France et la Bretagne y contribuent. Donc ça n'est plus acceptable. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est pas de supprimer l'élevage, nous on n'est pas du tout pour ça. On est pour réduire la voilure, à la fois pour répondre aux enjeux de santé publique, et à la fois pour retrouver les équilibres environnementaux, concernant notamment la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les captages d'eau potable sont pollués par les herbicides du maïs, notamment le S-métolachlore. Donc voilà, ça c'est directement lié à l'élevage. Voilà, et parmi les modèles, on a le système Comté en Franche-Comté, où on paye aujourd'hui le lait 630 € la tonne. Voilà, où on se dirige vers des systèmes vertueux, vers la qualité. Alors, bien entendu, on ne peut pas transposer le Comté en Bretagne. On va en reparler, M. Pointreau. On va en reparler. La Bretagne, l'herbe pousse, et je pense qu'il faut remettre les ruminants à l'herbe, au lieu d'acheter, comme le fait la Bretagne, tous ces aliments à l'extérieur de sa région, ce qui concourt à d'importants excédents d'effluents. Très bien. On va vous retrouver tout à l'heure. Monsieur Legrand, donc Philippe Legrand, nutritionniste, vous êtes directeur de recherche et professeur agro à l'INSERM. Vous, en tant que nutritionniste, on a parlé santé avec Anne Mottet qui abordait cette question au niveau mondial, et également Monsieur Pointreau également évoquait cette problématique de santé publique. Quel est votre regard par rapport à ce qui a été dit et les chiffres qui ont été portés ? Alors, la nutrition humaine s'intéresse, comme tout le monde, à l'évolution nécessaire des sociétés. Le mot-clé pour nous, c'est transition alimentaire humain et transition alimentaire pour les humains. La position scientifique par nature, c'est de dire jusqu'où peut-on aller et jusqu'où ne peut-on pas aller. Donc c'est ce problème-là qui est effectivement à résoudre. Et donc les travaux très conjoints d'ailleurs entre le domaine de la recherche animale et le domaine de la recherche humaine peuvent déjà porter des pistes. Donc on a vu sur les chiffres de Madame Mottet que l'Europe avait un ratio protéines animales sur protéines végétales qui était de 67%. C'est pas les plus gros consommateurs, contrairement à ce que disait monsieur, puisque vous avez vu sur les chiffres de Madame Mottet qu'aux États-Unis, c'était bien plus élevé et que l'Argentine était à peu près comme nous.
Alors, la question, c'est comment peut-on descendre? Et donc, et jusqu'où on peut descendre? Jusqu'où on peut descendre. Alors, il y a des travaux, l'unanimité des travaux actuels qui sont sérieux, qui sont faits par Nicole Darmon en France et en collaboration d'ailleurs avec Jean-Louis à côté, c'est de dire on peut aller à 50-50. Bon. 50-50 de protéines animales, oui. 50 protéines végétales. Voilà. Et donc la recherche en nutrition humaine, c'est simplement de participer à tous ces débats en disant bon bah nous on a une contrainte quand même, c'est la contrainte santé, c'est de ne pas descendre en dessous de 50 pour les protéines animales. Avec quand même un problème, et qui serait intéressant de débattre avec Madame Mottet par exemple, c'est que nous on est à 63 protéines animales, donc la différence 63, l'Europe 67 et le reste 33 protéines végétales, mais les pays en voie de développement ils sont 25-75. Donc éthiquement, je vois des jeunes étudiants, mais nous-mêmes quand on était des jeunes agros, on voulait aller résoudre la malnutrition dans les pays en voie de développement. Éthiquement, ils vont vouloir passer de 25 à 50, puisque la science est à peu près unanime autour de 50. Donc ça c'est une question humaine, donc faut-il continuer à augmenter non, mais pour eux, c'est-à-dire pour eux, chez eux. Voilà, bah oui, alors j'en sais rien parce que je ne suis pas spécialiste, mais la question c'est est-ce qu'on leur en envoie ou est-ce qu'ils en produisent plus ou mieux? Donc ce que je veux souligner là, c'est la difficulté, c'est-à-dire 50-50, c'est l'objectif, et pour autant, dans le monde, il y a quand même des pays en repus et puis des pays en voie de développement. 13% quoi, qui ont besoin de oui, et eux, ce sera 25-50. Donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, et je m'en arrête là, en nutrition humaine, dans tous ces débats, ce qui nous heurte un petit peu, c'est que la réponse n'est pas exclusivement en protéines. Il ne faut pas oublier ça. Et Madame Mottet l'a souligné, sur tous les autres nutriments qui sont en quantité bien moindre. Les besoins en vitamine B12, c'est de l'ordre de 4 microgrammes par jour chez les humains, donc c'est pas énorme. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les protéines ne sont pas le seul et peut-être même pas le premier enjeu nutritionnel à résoudre. Car on a des tas de nutriments dont l'apport se fait par les produits animaux, pas seulement la viande. Mais on sait très bien, donc B12, fer, vous avez regardé les chiffres de Madame Mottet, hein, une femme sur 3, elle a dit, est carencée en fer. En France, c'est 25% des femmes en âge de procréer, donc c'est pas rien. Alors, il faut tenir compte de tout ça, bien sûr. B12, fer, et puis aussi, actuellement, vitamine D, hein, tous ceux qui ont plus de 40 ans, c'est déficitaire en vitamine D. Par exemple, iode et zinc, c'est plutôt la catastrophe aussi. Alors iode, c'est pour élargir le débat, c'est plutôt les poissons qu'on attend dans ce domaine. Et donc, il n'y a pas que les protéines. Les modélisations type Nicole Darmon sur la part 50-50 semblent en tenir compte, et donc on peut dire en première approximation que ça ira à peu près pour les autres nutriments de la viande, pour les autres nutriments que les protéines. Donc voilà les enjeux. Moi c'est tout, je veux dire, cette contrainte-là, elle est forcément prise, on fait partie du débat avec beaucoup d'ouverture, la transition alimentaire, c'est ça pour nous. Alors, on va donner également la parole, avant d'entendre Audrey Sergent, pour avoir aussi le point de vue des chambres, c'est important, et puis aussi en tant qu'éleveur. Donc, vous êtes Ghislain Zucchello, directeur de Wellfarm. Quelle est votre position? Parce que aussi, vous avez une vision, vous êtes une organisation mondiale, donc vous avez une position aussi par rapport à ce qui se passe au plan mondial. Quelle est votre position aujourd'hui en termes d'organisation? Faut réduire, faut réduire les effectifs. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous êtes pour le bien-être des animaux. Je crois que autour de cette table, je pense que tout le monde est d'accord sur cette nouvelle logique. En tout cas, c'est important de prendre ça en compte. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors pour nous, le fait que la population mondiale augmente et qu'il y ait une augmentation de la demande de produits animaux n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le bien-être animal. Surtout que ce que l'on voit dans les pays émergents, c'est qu'ils vont souvent vers un modèle très intensif. Par exemple, on exporte les cages qu'on démonte en Europe vers des pays comme le Pakistan ou d'autres pays pour faire de l'élevage en batterie de poules pondeuses. Donc c'est un peu regrettable. Et je voudrais réagir par rapport à l'intervention de Madame Mottet. Nous, la façon dont on appréhende la problématique carbone, c'est en premier lieu effectivement quelles conséquences aura le réchauffement climatique pour les animaux en élevage, parce que les animaux en souffrent autant que les hommes. Et la deuxième inquiétude qu'on a, c'est quelle réponse qu'on va apporter, au niveau de l'élevage pour résoudre ces problématiques carbone et comment ça va impacter le bien-être animal. Et par exemple, Mme Mottet vient de préciser qu'il va falloir produire plus de produits animaux sans augmenter les cheptels, ce qui revient à dire qu'il va falloir demander à chaque animal individu de produire plus. Voilà, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le bien-être animal. Et dernière intervention, je voudrais rebondir sur les propos de M. Poitroux sur
l'agriculture polyculture-élevage. Nous, à Wellfarm, on est très favorable à une agriculture polyculture-élevage, puisque ce qu'on constate, c'est que les systèmes herbagés ou les élevages qui ont une autonomie alimentaire, finalement, sont plus résilients parce qu'ils ne sont pas exposés à la fluctuation des coûts des céréales ou des autres intrants. Et nous, on soutient vraiment favorablement le système polyculture-élevage parce que quand on produit des céréales, on peut aussi récupérer la paille pour offrir de la litière aux animaux, litière qui fera du fumier, qui, voilà, c'est aussi bon pour l'environnement. Enfin, pas aussi bon que par exemple le lisier aussi. Alors voilà, le lisier peut poser plus de problématiques environnementales. Il peut y avoir des problématiques aussi qui se posent à ce niveau-là. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que des fois, le bien-être animal et les solutions environnementales se rencontrent. Des fois, ça ne se rencontre pas. Donc, il faut à chaque fois être vigilant. D'accord. Alors, une réponse à l'ensemble des propositions qui sont faites ici autour de la table. André Sergent. Alors, déjà, donc, au travers des échanges qu'on a là, je vais déjà vous donner un peu ce qu'on pense, nous, et la profession que je représente. Par rapport à M. Quattro de Solagro, déjà sur la logique que vous avez, à savoir que pour réduire, il faut réduire l'élevage. M. Perrault l'a dit, on le fait déjà, et d'une. Et je ne sais pas d'ailleurs où ça va s'arrêter, cette réduction de l'élevage. Ensuite, c'est pas le vrai problème, la quantité d'élevage. Le vrai problème, c'est la façon dont on élève nos animaux. Et là aussi, M. Zucchello, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que j'ai bien vu que Mme Mottet a parlé de productivité. Et elle a raison. Sauf que dans notre jargon agricole, la productivité, c'était, je vais dire ça comme ça, devenu un gros mot. Or, quand on parle des gaz à effet de serre, je prends deux exemples. Sur les élevages granivores, c'est-à-dire les volailles ou les porcs, depuis déjà un certain nombre d'années, au travers de notre technicité, et donc pour améliorer la productivité, on n'a pas augmenté les animaux. Par contre, pour produire 1 kg de viande, on a réduit énormément la quantité d'aliments. L'exemple du porc, il y a une trentaine d'années, on avait un indice de consommation, c'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire il fallait 4 kg d'aliments pour faire 1 kg de viande, et aujourd'hui, les plus performants d'entre nous, c'est 2,5. Et en volaille, c'est du même acabit. Deuxième exemple, les granivores. Et là, je regarde aussi M. Quattro de Solagro. On n'est pas resté attendre. Je peux vous dire que dans le Finistère, on a une ferme expérimentale à Trévarès, où depuis déjà des années, on s'est dit, cette logique du carbone, il faut qu'on y aille vraiment à fond. C'est une ferme expérimentale, et donc on doit chercher, et c'est ce qu'on fait pour produire du lait bas carbone, très bas carbone même. Et là, c'est quoi la logique? Bien sûr, comme vous l'avez dit, les systèmes herbagés, les systèmes herbagés, d'avoir moins d'intrants, mais pour rester productif. On n'est pas descendu avec des vaches comme autrefois à 2000 litres de lait. Ça, moi, j'appelle de la décroissance. On reste sur des vaches qui produisent 7-8 000 litres de lait, mais avec un système alimentaire qui est complètement différent et puis qui nous permet de répondre aux enjeux du climat et de l'environnement en même temps. Philippe Pointreau, on vous pose et on vous interroge sur cela. Quel est un peu votre regard? Est-ce que finalement vous n'êtes pas dans une logique, et ça peut se comprendre, chacun a le droit d'avoir des idées, notamment sur finalement une logique qui serait une logique de décroissance? Non. Notre problème, ce n'est pas la croissance ou la décroissance. Le problème, c'est de répondre aux enjeux environnementaux. Alors déjà, par rapport à ce que dit Philippe Legrand, il y a d'autres nutritionnistes de l'INSERM en France qui montrent qu'on peut aller sur une réduction beaucoup plus importante des protéines animales. Ça va être publié prochainement dans Nature, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on peut aller plus loin. Moi, je pense qu'on a des enjeux environnementaux à résoudre, donc il y a le climat, voilà, donc il faut réduire nos gaz à effet de serre. Il y a l'enjeu sur l'eau qui devient prégnant cette année. Je veux dire, on a quand même... Aujourd'hui, il y a des gros problèmes de pollution de l'eau par les nitrates et les pesticides, et principalement par les pesticides, et essentiellement dû au maïs, et ça, il ne faut pas l'occulter. Voilà, on a des enjeux de biodiversité, voilà, et on a aussi une demande sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une émergence dans toute la France des plans alimentaires territorialisés qui a recouplé la demande alimentaire et la production agricole locale, et je pense que les agriculteurs doivent s'inscrire dans cette démarche-là aussi, quoi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'agriculture telle qu'elle est proposée, et c'est sous-entendu de tous les discours qui viennent d'être faits, y compris Madame Mottet, c'est finalement, il n'y a qu'à produire pour le reste de la planète, hein. Si on en a trop, ben on va nourrir les autres.
tout en important du soja du Brésil. Donc pour nous, ce n'est pas la réponse parce que ça ne répond pas aux enjeux locaux environnementaux. Voilà, notamment le fait qu'on va manquer d'eau et qu'on manque d'eau dans tout le Grand Sud-Ouest à cause de l'irrigation du maïs. Voilà, donc en fait, la solution qui permet pour nous de répondre à tous les enjeux de santé, d'environnement, mais aussi de qualité de vie des agriculteurs, eh ben, c'est de désintensifier les systèmes d'élevage, d'aller vers des systèmes plus autonomes, des ruminants qui mangent de l'herbe, et ce qui évite d'ailleurs de rajouter du lin dans les rations, qui pâturent. Les vaches sont faites pour pâturer. Il faut pas. Aujourd'hui, moi, je connais des fermes en Bretagne, toute herbe, qui n'alimentent leurs vaches qu'à l'herbe. Donc les vaches sont entre 4 et 5 000 litres de lait, donc moins que la moyenne nationale. Sauf que ces fermes-là s'en sortent très bien économiquement. Le système compté dont j'ai parlé, avec un lait acheté 630 € la tonne, soit presque le double du prix payé en Bretagne, montre la performance de ces systèmes-là qui ont misé sur la qualité. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Monsieur Pointreau. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, mais aujourd'hui, les problèmes qu'on a environnementaux ne sont pas résolus en France. Je veux dire, les enjeux sur l'eau sont toujours prégnants. On a une montée des maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 liés à une mauvaise alimentation. Et il est clair que, voilà, on ne mange pas assez de fibres. Ainsi, bon, ok, je suis d'accord pour parler de la B12, du fer, etc., mais aussi le manque de fibres. Et donc, je pense qu'aller vers un régime plus végétal, maintenir l'élevage avec des élevages plus autonomes, des élevages ruminants qui soient basés sur l'herbe et non pas sur le maïs, ensilage et le soja, sont la voie à la fois pour attirer demain des jeunes dans l'agriculture, à la fois que l'agriculture réponde à la demande sociale, et je pense que tout le monde peut s'en porter beaucoup mieux. On l'entend, monsieur Pointreau. Jean-Louis Perrault. En fait, dans ce qui est dit, vous l'avez évoqué hier, en fait, le pâturage, le travail qui est mené aujourd'hui. Oui, non, mais je pense qu'on se retrouve sur ces enjeux-là. Je pense que pour résoudre un problème, il faut déjà bien poser la question. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, ça. Et dire que l'élevage européen, enfin je dis même pas français, européen, bah, il contribue à la déforestation. Certes, on importe du soja en Europe. Les données de la DGAGRI montrent que la déforestation mondiale, l'Europe en importe 6%. Enfin 10%. Sur ces 10%, il y en a 6, donc plus de la moitié, qui est lié au soja. Le restant, bah, c'est le caoutchouc, le cacao, l'huile de palme et le bois d'œuvre. Bon, le teck. Donc voilà, il faut travailler sur la déforestation, c'est lié à l'élevage, mais c'est parce que c'est au Brésil où on développe l'élevage sur les fronts pionniers ou dans d'autres pays du monde. Au niveau chez nous, l'utilisation du maïs et du soja, bon, les ruminants, c'est quand même 60 ou 70% de leur ration, c'est de l'herbe. Alors tous les éleveurs ne sont pas complètement herbagés, mais globalement, il y a de l'herbe, il n'y a que peut-être 7 ou 8% des vaches laitières en France qui ne voient jamais d'herbe. 7-8% qui ne voient jamais d'herbe. Bah, qui ne voient jamais d'herbe au pâturage. Ils peuvent voir de l'herbe dans l'auge éventuellement. Et moi qui ai passé ma carrière à travailler sur la production laitière à l'herbe, je suis un fervent défenseur de ces systèmes qui en plus sont des systèmes producteurs nets de protéines. C'est-à-dire contrairement à des systèmes très intensifs où finalement on produit 1 kg de protéines dans le lait et la viande de la vache pour 1 kg de protéines que la vache a mangé mais que nous on aurait pu manger. Hein. Protéines de soja, on peut les manger. Protéines de blé, on peut les manger. Par contre, protéines d'herbe, on ne peut pas. Donc ces systèmes herbagés, ils sont en plus vertueux au sens où ils sont même pas, enfin, ils sont pas en compétition avec l'alimentation humaine, sauf peut-être si on considère les surfaces, sauf que dans des scénarios d'agriculture très agroécologique, on a besoin de la prairie comme puits de carbone, on a besoin de la prairie comme biodiversité, et s'il y a de la prairie, il y a des ruminants. Et d'ailleurs, c'est un des points qui est en fait assez rarement pris en compte dans les grandes simulations, c'est trop de gaz à effet de serre liés à l'élevage, dont les ruminants. Réduisons les ruminants. Mais qu'est-ce qu'on fait des surfaces ? Dans certaines zones, il n'y a pas trop de problème. On fera des cultures céréalières ou autres. Ça voudrait dire quand même plus de pesticides, hein, parce qu'on n'en met pas sur les prairies. Mais enfin bon, c'est un autre problème. Puis dans plein de territoires, si on n'y fait plus d'élevage, qu'est-ce qu'on fait de la biomasse qui pousse par la photosynthèse ? On la laisse en friche, mais en fait c'est de la biomasse qui va se dégrader, qui va elle-même fermenter, qui pourra prendre feu d'ailleurs à la limite, où on y plante de la forêt.
Alors peut-être planter de la forêt, mais ça ne fait pas forcément vivre les territoires. Donc les enjeux, ils sont vraiment très complexes. Et multifacteurs, quoi. Multifactoriels. Et surtout, il faut regarder si on va dans une direction, quelles en sont toutes les conséquences. Et elles sont multiples. Puis après, c'est des choix de société. Je veux dire, si la société décide, OK, hein, mais ça, c'est un autre problème. Juste pour revenir sur ce que disait Ghislain, qui est inquiet sur l'intensification au niveau mondial. Oui, quand on voit les usines à cochons qui se montent ou à poulets qui se montent dans certaines parties du monde. Oui, mais en termes d'empreinte carbone, elle est peut-être tout aussi efficace. Oui, elle est même très efficace. Enfin, oui, globalement efficace. Normalement, mais c'est un problème. Enfin, voilà. Et donc, on a quand même des antagonismes à gérer. Par contre, intensifier un peu la production de ruminants dans le monde, c'est pas du tout aller contre le bien-être des animaux. Enfin, moi, j'ai un peu travaillé sur production laitière au Mali. Bon, faire passer une vache de 500 000 litres de lait à 1500, 2000, au contraire, ça ne peut être que bénéfique pour ces animaux. Et justement, c'est ça que je pense que Anne Mottet, c'était ça qu'elle avait. C'est si dans ces pays-là, on augmentait un petit peu la production laitière par vache, ça éviterait d'augmenter les troupeaux. Voilà, c'est ça. Sans problème pour le bien-être, au contraire. Mais pour les porcs, oui, tout à fait. Hein. Jean Jouzel, c'est intéressant également d'entendre votre propos parce que vous avez l'expérience aussi. Voilà, vous êtes la personne de référence. Les grandes discussions qu'on a actuellement, les contradictions qu'il y a entre les souhaits de la société, les problématiques mondiales, le fait qu'on a envie de défendre aussi ce que l'on produit sur nos territoires. C'est quelque chose auquel vous avez été continuellement confronté dans votre bataille pour mettre en avant ce sujet qui est le réchauffement climatique. Oui, en fait, ce débat très intéressant s'éloigne un peu de mon domaine d'expertise. Ça devient plus un débat sur l'élevage que sur élevage et réchauffement climatique, ça je veux dire. Donc voilà, c'est important peut-être. Ce qui est intéressant, c'est une réflexion à 10-20 ans aussi. On a parlé d'Anne Mottet, mais qu'est-ce qu'on va faire dans des régions comme ici s'il y a des sécheresses à répétition, il y aura moins d'eau, disons, je rappelle quand même, dans des régions même comme la nôtre, ici en Bretagne ou le nord de la France, a priori, disons, on n'aura pas de diminution des précipitations en moyenne, plutôt plus de précipitations l'hiver, même si ça avait été le cas l'hiver dernier, moins l'été, mais l'évaporation augmentant, on aura des débits des fleuves, des rivières en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de fleuves, hein, mais voilà, y compris c'est vrai pour le bassin Bretagne-Pays de Loire, autant que pour le bassin Seine-Normandie, le débit des fleuves, des rivières, disons, M. Cointreau parle de la Garonne, mais si vous regardez la Loire, c'est pas terrible non plus. Hein. Donc, on doit se poser des questions aussi, les vraies questions, enfin, des questions qu'on peut se poser, c'est l'évolution de l'élevage dans un contexte de réchauffement climatique, de moins de disponibilité en eau, et donc, comment on fait avec le fourrage. Moi, je suis tout à fait, j'adore ce débat, hein, mais c'est moi les questions que j'aimerais poser. Est-ce que vraiment le monde agricole y pense déjà? Voilà. Et il y a aussi beaucoup d'autres opportunités dans le monde agricole en termes de production d'énergie qui sont intéressantes, dont certaines liées à l'élevage. Voilà, on en parlait tout à l'heure dans un autre débat de récupération de méthane sur les fosses. Il y a plein de choses à faire. On peut parler de méthanisation. C'est tout un écosystème, l'élevage. C'est pas simplement, mais c'est ces questions qui peuvent être intéressantes aussi. Vraiment, élevage dans un contexte de réchauffement climatique. Oui, vous voulez peut-être apporter un élément de... Oui, tout à fait. Alors, je sais pas, les éleveurs y pensent évidemment, puisque le vivent toujours. Au niveau de la recherche, c'est clair. Enfin, on a beaucoup de travaux sur l'adaptation des animaux au changement climatique, alors notamment chez les porcs. Alors, à l'INRA, on est bien placé parce qu'on a une station expérimentale en Guadeloupe, donc on peut travailler sur des questions de température assez facilement. En élevage laitier, moi, je serais jeune chercheur. Je travaillerai sur des croisements vaches laitières zébus, par exemple, pour voir qu'est-ce que ça donne pour demain. Donc, je serai très prospectif au niveau recherche. Idem pour les plantes, c'est-à-dire les fourrages de demain, ça ne sera pas ceux d'aujourd'hui. On a des travaux à l'INRA, à Lusignan, justement, qui est une région très sèche, hein, qui préfigure peut-être ce que sera la Bretagne demain, sur des nouvelles espèces, enfin pas des nouvelles espèces, mais des espèces qui viennent d'autres régions, notamment des légumineuses méditerranéennes, qui n'ont jamais été utilisées parce que dans un scénario d'agriculture très productive, elles ne produisaient pas assez.
Mais demain, elles produiront plus que le raisin anglais, quoi. Et donc, il faut travailler sur ces espèces-là, y compris les légumineuses arbustives, hein, comme on a chez nos collègues en Guadeloupe. Donc, il y a beaucoup de pistes, mais il faut que la recherche s'y mette rapidement. Et quand je dis la recherche, c'est pas que l'INRAE, c'est aussi les instituts techniques, c'est aussi au niveau des chambres, où il faut mettre tout le monde ensemble pour travailler, parce que réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est une chose, ça se fait, et je pense que même en Bretagne, la réduction des effectifs animaux, de toute façon, elle est inéluctable, elle a lieu, et elle va continuer d'avoir lieu. Le seul souci, c'est de la piloter et de savoir quand est-ce qu'il va falloir s'arrêter avant que tout l'élevage disparaisse, ce qui poserait d'autres questions. Et puis, c'est l'adaptation au changement climatique. Bon, on a des choses on a un grand métaprogramme à l'INRAC qui s'appelle Climae, qui travaille là-dessus pour l'ensemble des filières agricoles, parce que les filières céréales peuvent aussi être touchées à certains moments. Donc, il y a des éléments de réponse, ou en tout cas, il y a des choses qui se font, même s'il n'y a pas encore beaucoup de choses encore dans les champs. D'accord. André, est-ce que vous avez le sentiment de vraiment œuvrer, parce que c'est quand même le thème de l'espace pour demain, c'est élevage et climat, c'est pas élevage d'un côté, et puis le climat, on verra ça en 2040. Et je vais rebondir sur votre réflexion, Monsieur Jouzel, quand vous dites que c'est un écosystème, c'est vraiment ça, quoi. L'élevage, c'est tout un écosystème. Et dans cet écosystème, d'un côté, on émet, on a vu les chiffres. Moi, je discute pas là-dessus, voilà. Mais de l'autre côté, on a tout un panel de solutions. D'un côté, sur l'agronomie, avec des choix de variétés, avec des techniques, l'exemple du strip-till, et dans l'élevage aussi, des techniques aussi, au travers par exemple de la méthanisation, de transformer notre effluent en énergie et derrière en engrais. Et on a besoin de l'engrais. Et donc voilà, c'est tout cet écosystème qui est très intéressant autour de l'élevage. Et c'est pour ça que je trouve que par moment, il y a des discours simplistes sur le sujet, hein, en disant l'élevage est le problème et puis on l'élimine et il n'y a plus de problème. Et ce que disait M. Perrault, je peux vous dire que nous en Bretagne, c'est vraiment l'élevage bovin qui fascine notre paysage. C'est comme ça. Et je le vois déjà, d'ailleurs, dans certains petits territoires en Bretagne où il a disparu. Je peux vous dire que c'est catastrophique. Tous les bas-fonds, tous les endroits où on ne peut pas mettre céréales, et il y en a plein. Qu'est-ce que deviennent ces terres? Des friches, et par contre, c'est le sanglier. Là, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf qu'il y a un problème comme derrière. Mais donc, c'est ça l'écosystème que je voulais mettre en avant aussi, et c'est pour ça que les discours simplistes me gênent à certains moments. Alors, on va lancer maintenant, parce qu'en plus, Jean-Luc Perrault a une obligation, les questions-réponses. Si vous avez déjà des questions à poser à M. Perrault, si c'est possible de le faire dès maintenant, comme ça il pourra réellement y apporter réponse. Sinon, les questions sont ouvertes à l'ensemble des intervenants ici présents. Alors, première question, en priorité à M. Perrault. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent ici? Voilà. Vous levez la main pour poser la question. Non? Les gens sont fascinés. Monsieur là-bas. Voilà. Bonjour monsieur, vous vous présentez et vous nous dites quelle est votre question. Oui, Jean-Yves Geffroy, agriculteur retraité et ancien collaborateur de député sur les questions agricoles. Donc, à monsieur Perrault et aux autres, donc lors de la COP21, on avait déjà posé ce problème-là, c'est-à-dire qu'on disait que l'élevage émet, supprimons l'élevage. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, et son équipe avaient eu l'intelligence à l'époque de lancer le programme 4 pour 1000. Il avait même été point d'actualité, félicité par celui qui était Prince Charles à l'époque et roi d'Angleterre aujourd'hui qui l'avait reçu. Je voudrais demander à M. Perrault, ces mesures 4 pour 1000 qu'on avait initiées, comment ça commence à arriver dans les champs? Voilà, est-ce que ça infuse? Je pense que le monde agricole a bien ça en tête. Alors, le monde de l'élevage en particulier avec sa prairie, mais pas que. En fait, une étude faite à l'INRA, donc sur ce 4 pour 1000, montre que la grande réserve de stockage de carbone, en fait, c'est dans les terres céréalières aujourd'hui, parce que c'est là où il n'y en a plus, et c'est là où il faut en remettre. Sous prairie, on peut en remettre, notamment, je pense ici à l'ouest, avec les prairies temporaires, donc ce sont les prairies semées
qui restent en place 4, 5 ans et puis qui rentrent dans des rotations après avec des cultures annuelles, ces prairies-là peuvent stocker beaucoup, surtout si on évite un peu le labour. Alors, c'est pas possible partout, mais donc c'est une possibilité. Et ça, c'est vraiment intégré dans la stratégie bas carbone et dans les labels bas carbone. Le stockage supplémentaire est pris en compte. Alors, il y a quand même un problème avec cette approche stockage, c'est que il ne faudra plus le déstocker après, une fois qu'il est stocké. Donc, quelque part, ça fige un peu l'utilisation des terres. Donc, c'est un outil qu'il faut manipuler avec précaution et discernement, quoi. C'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais ça rentre en ligne de compte. Et on peut, à l'échelle du monde, on a des systèmes de ruminants très peu chargés, avec de très très faibles chargements, qui sont des stockeurs nets de carbone, parce qu'il y a tellement peu d'animaux par unité de surface que la surface stocke plus que ce que l'animal émet en méthane, quoi. Alors bien sûr, on ne va pas faire ça en Bretagne, hein, c'est pas la choix. Mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose à prendre en compte et que si on a une diminution du chargement, des effectifs partout, ça serait bien que les terres restent quand même un peu à l'élevage pour que ça soit un élevage moins chargé, parce qu'il stockerait plus, il sera beaucoup plus vertueux et comme il sera un peu moins productif à l'unité, on pourra faire pour les ruminants encore un peu plus de ruminants à l'herbe. Voilà. Alors, une autre question. Ah, sur le côté, bonjour. Bonjour, Jean-Hervé Cogan, président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Bonjour Jean-Louis. Est-ce que la recherche aujourd'hui va amener aussi une diminution de la production de méthane par les bovins, par le régime alimentaire, par la génétique, voilà. Alors, la recherche n'amène pas la diminution, elle amène les voies pour diminuer et les quantifie. Alors oui, on en a... De manière indirecte, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Donc on contribue pour ça. Alors, il y en a plusieurs, certaines sont discutables, donc sont pertinentes. Enfin, ce que je disais hier, c'est déjà, essayons de limiter au maximum ce que j'appelle les animaux improductifs, c'est-à-dire les génisses qui ont plus de 24 mois, qui n'ont pas encore vélé, et puis les vaches laitières, et ça sera bien pour le bien-être, leur faire 4 ou 5 lactations et pas simplement 2,5. Hein. Ça, c'est... une lactation de plus par vache, c'est 10% de gaz à effet de serre en moins par litre de lait sur la carrière de la vache, ce qui est important. Ça fait. Après, il y a l'alimentation, et l'alimentation, on revient sur les légumineuses, hein, encore et toujours, pour ça comme pour d'autres. Ça fait baisser le méthane dans le rumen, mais surtout, ça fait baisser les émissions de protoxyde d'azote, puisqu'on se passe d'engrais minéraux. Alors, je sais bien, au GIEC, le protoxyde d'azote est moins mis en avant que les autres gaz à effet de serre, parce qu'à niveau mondial, ce n'est pas le plus important. Voilà. Attendez, on va vous donner le micro. Monsieur Jouzel va me corriger. Voilà. Le chiffre, 82% des émissions de protoxyde d'azote sont liées à l'agriculture, oui, au niveau mondial. Au niveau mondial. Oui, c'est ça. Le protoxyde d'azote n'est pas le gaz à effet de serre le plus produit au niveau mondial, mais quand il est produit, c'est l'agriculture. Et donc, pour l'agriculture, c'est un effet majeur. Autant que le méthane, d'autant plus que c'est un gaz à effet de serre qui reste longtemps dans l'atmosphère. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans... C'est pas des détails, mais c'est important. Donc les légumineuses. Et puis l'autre voie qui... c'est la gestion des effluents, on revient à ce qu'on disait, hein, parce que ça économise les engrais minéraux, et ça c'est une voie majeure, je pense. C'est à penser en Bretagne, et donc dans le PAN7 par exemple, voilà, c'est des choses qu'il faut reconfigurer l'agriculture sous cet angle-là. Et puis le dernier point, qui est un effet immédiat, mais que moi je ne mets pas trop en avant, mais qui marche, c'est les additifs alimentaires. Hein, le 3-NOP, enfin, produit c'est Bovaer, on en met à une vache, du jour au lendemain, la production de méthane est réduite de 30%. Et si on arrête la distribution, la production remonte. Hein. C'est des données qui viennent d'être publiées de 17 fermes danoises, donc c'est des fermes à 200 à 500 vaches, hein, qui montrent ça, donc c'est solide. Mais après, c'est une molécule chimique qu'on donne aux animaux, enfin voilà. Mais en tout cas, ça a une action immédiate, rapide. Les autres, c'est dans le temps, quoi. Voilà. Il y a des pistes, mais c'est dans le temps. Alors, d'autres questions dans le public. N'hésitez pas, vous levez la main. On vient vers vous avec le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées? À monsieur, juste derrière, voilà. Bonjour, vous êtes pratiquement hors champ, mais c'est pas grave, on va réussir à vous voir. Bonjour, Pierre-Marie Lucas, moi je suis ingénieur de recherche dans un... approchez votre micro, voilà. Bonjour, Pierre-Marie Lucas, moi je travaille comme ingénieur de recherche au Deuxième Conseil, qui est un cabinet d'études en calcul de l'impact environnemental des exploitations agricoles. Sur les problèmes de durabilité, donc on a bien vu qu'il va y avoir aussi une dépendance du soja pour maintenir des niveaux élevés de productivité chez les animaux. Et dans le même temps, en France, on va se retrouver avec une augmentation des extrêmes thermiques, qu'on l'a bien vu cet été, avec des animaux qui sont dans des prairies qui sont complètement dénuées d'herbe. Donc,
est-ce que les chambres d'agriculture poussent aussi à une reforestation des prairies, par exemple avec de l'agroforesterie, avec des arbres trognes comme il existait auparavant, qui permettent d'avoir à la fois un ombrage et des suppléments de revenus avec des productivités qui sont plus importantes, avec un étalage sur la partie atmosphérique. Voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Pour la Chambre d'agriculture, je vais laisser M. Sergent, il est un peu mieux placé que moi. Ce que je veux dire d'un point de vue de la recherche, tout à l'heure j'ai une question sur le stockage de carbone. J'ai embrayé tout de suite sur les prairies vu les surfaces, mais il y a bien sûr la replantation des haies. Et hier, ce que je disais, c'est aller encore plus loin que simplement les haies, c'est vraiment l'agroforesterie. Avec des arbres dans les champs, etc. Et dans cette agroforesterie, je revenais sur, je l'avais dit tout à l'heure rapidement, sur les légumineuses arbustives, qui sont des arbres, mais qui sont des légumineuses, donc qui amènent de l'azote dans le système et qui font des compléments azotés qui peuvent se substituer au soja, parce que les vaches laitières, même tout à l'heure j'ai relativisé les importations de soja en France, les vaches laitières restent des grosses utilisatrices de soja. Même les vaches allaitantes, ce qui est plus étonnant, mais elles le sont. Et ça, il faut absolument le diminuer, parce que le soja, peut-être que les volailles, ça va être très difficile de le supprimer, mais je veux dire, les élevages laitiers, il y a déjà des élevages laitiers qui fonctionnent sans soja. C'est pas un problème technique, hein, c'est juste un problème de formulation d'économie. Quand il y a un bateau qui arrive à Montoire, c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher du poids un peu partout sur le territoire. Donc d'évolution des comportements, des habitudes, voilà, et des systèmes. Et juste avant que je m'en aille, parce que je crois que je suis attendu ailleurs, oui. C'est vraiment cette agriculture pour laquelle je travaille, beaucoup plus circulaire, recouplant animal et végétal, nécessite aussi de peut-être remettre des animaux dans des territoires où ils ont disparu et être moins concentrés dans des territoires où il y en a beaucoup. Ça, c'est un point vraiment très, 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 très important pour la suite. Et puis, en faisant ça, on arrivera, je pense, à supprimer les importations de soja et à limiter l'utilisation de maïs. Les territoires sont très différents. Le sud-ouest, c'est vraiment un cas à part. Le maïs, c'est pas si inintéressant que ça. Même cette année, conditions climatiques très défavorables, il y a quand même des parcelles qui s'en sont bien sorties, quoi. Et puis le maïs, dans toutes les plantes cultivées, à part l'herbe, c'est la plante qui a l'IFT le plus faible avec le tournesol. Il faut peut-être le rappeler aussi, c'est pas... Voilà. Alors quand il n'y a que du maïs dans un territoire, c'est le seul qui amène des pesticides. Mais chez nous ici, le maïs, c'est pas la plante qui utilise le plus de phyto. Voilà. Bon, désolé, je crois que je suis vraiment obligé de vous quitter maintenant. Passez le micro, alors profitez-en pour passer le micro à André Sergent. De la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Alors, André, oui. Juste sur le sujet du soja, quand je vous parlais de la ferme expérimentale de Trévarès, où on a des vaches qui savent produire en volume, sachez que ces volumes sont produits aujourd'hui bas carbone avec 0 soja. Hein. Il n'y a plus de soja. Hein. Donc, on sait faire. On a les techniques. Donc, on avance. Sur le sujet sur lequel on nous interpelle, l'agroforesterie. Donc, les chambres d'agriculture, effectivement, sont complètement dans le sujet. Maintenant, sachez quand même une chose. Quand j'étais, il y a quelques semaines, dans le Loir-et-Cher, chez mes collègues de la Chambre là-bas, et quand je suis chez moi dans le Finistère, les paysages n'ont rien à voir. Nous, on a déjà beaucoup de haies. On a cette chance. On a beaucoup de haies. Et même qu'on en ait déjà beaucoup, on traite le sujet de l'agroforesterie encore et toujours pour encore améliorer. Mais après, quand je reviens à les régions, voilà, ce que disait Jean-Louis Perrault, dans l'idéal, eh ben oui, il faudrait que l'élevage soit réparti sur tout notre territoire national et de façon uniforme. Et ça, déjà, sur les sujets d'environnement, il y a 30 ans, on parlait de ça. Sauf que là, soyons réalistes. Moi, chez mes collègues du Loir-et-Cher, quand je les entends, l'élevage ne reviendra pas. Et chez nous, il faut le préserver. Et c'est quoi la différence? C'est que ce métier d'éleveur, c'est un métier qui est astreignant par rapport à un métier de céréalier. Astreignant, c'est-à-dire que c'est tous les jours, les dimanches, les week-ends. Voilà. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Et je voulais le dire. Très bien. Alors, astreignant, mais aussi avec une forme d'attractivité que vous essayez de renforcer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent y aller. Maintenant, il faut aussi rendre ce métier particulièrement attractif. Et c'est un gros travail. Et, allez, on va donner la parole à d'autres personnes. Oui ? Pour répondre à la question de monsieur, la ferme de Trévarès aujourd'hui est aussi dans la plantation et dans l'application de l'agroforesterie pour tester, pratiquer et démontrer. Alors, autre question. Merci de ce point de
de compléments d'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sujet global? Voilà, l'élevage, un coupable idéal, par rapport aux différentes propositions qui ont été formulées par nos intervenants, nos invités. Allez. Il y a quelqu'un qui a levé la main discrètement. Ah non, il relevait ses lunettes. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'ai une question à vous poser à vous tous. Je lisais encore un article dans Le Point là, ce matin. Les médias sont-ils en train de précipiter le déclin de l'agriculture française? Avec donc un intervenant qui est un ancien maraîcher qui exhorte les médias à vérifier les informations qu'ils publient sur les sujets agricoles. On voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, y compris, vous en avez été, je pense, également la victime, Jean-José, à travers ce qu'on appelle les climat-sceptiques, de ces informations qui nourrissent certes les réseaux sociaux, certes certaines unes de journaux, mais qui ne vont pas obligatoirement dans le détail, la technicité, parce qu'il y a l'envie d'apporter aussi une information, on va dire, un peu scoop. Voilà, un peu de... Est-ce que quelque part, vous n'avez pas envie aussi, tous, de vous retrouver avec des médias un peu mieux informés, mieux informés, avec aussi des journalistes qui connaissent un peu plus les sujets techniques et que le technique ne reste pas uniquement dans la presse technique. Ça, c'est un vrai souci. Quand on parle de millions, de chiffres très importants, elles sont où les références? Sur quoi on s'appuie pour derrière se poser la question, ou la bonne question, par rapport à quoi? Et c'est quoi l'élément de référence? C'est vrai que ça peut faire peur parfois. Je pense que c'est notre collègue qui est à Toulouse. Vous évoquiez le fait que, par exemple, en Bretagne, vous donnez des chiffres. Ça me paraissait intéressant dans l'échange qu'on a pu avoir. Monsieur Pointreau de Solagro, vous évoquiez le chiffre en Bretagne. On a 3 millions d'habitants. C'est ça? Non, je n'ai pas sorti ça. Enfin, par rapport à votre question, il faut savoir qu'en France, on a quand même la chance d'avoir le meilleur service statistique agricole au monde, je pense. En plus, il est basé à Toulouse, donc je le connais bien. Donc en fait, les données agricoles sont très bien connues, quoi. On a le recensement général de l'agriculture, on a les registres parcellaires graphiques, on a les enquêtes pratiques culturales. Enfin voilà, toutes ces données-là, elles sont connues, elles sont précises. Donc voilà, contrairement à ce que disait M. Perrault, par exemple, qui dit que la déforestation, c'est 10% en Europe, c'est pas 10%, c'est 16%. Donc il se trompe déjà de la moitié, quoi. Voilà, après, il y a des réalités sur l'intensification. Aujourd'hui, avec 2500 exploitations de poulets de chair, on produit 70% des poulets. Avec 324 élevages de poules pondeuses, on produit 78% des œufs. Et avec 2000 exploitations porcines, on produit 62% des porcs. C'est-à-dire qu'avec à peu près 1% des fermes en France, vous produisez quasiment 70% des œufs, de la volaille et du porc. Voilà, c'est factuel. Voilà, c'est une réalité qui montre l'intensification de cette agriculture, quoi. Voilà, donc moi je pense que les journalistes globalement, notamment, font leur boulot. Hein. Ils vont chercher les données réelles. Hein. Bon après, voilà, il y en a qui peuvent déborder, mais moi je pense qu'aujourd'hui on a tous les éléments pour décrire précisément la situation de l'agriculture, que ça soit dans le monde avec les données de la FAO, que ça soit en France ou que ça soit en Bretagne. Voilà, on a des données précises. Je veux bien que M. Perrault, je suis d'accord avec lui que l'IFT du maïs est un des plus bas par rapport à d'autres cultures comme la betterave ou la pomme de terre ou même le blé, sauf qu'avec l'herbicide du maïs qui s'appelle le S-métolachlore, vous polluez aujourd'hui tous les captages d'eau potable quasiment de France, et que ça coûte aujourd'hui, j'ai demandé à Eau du Bassin Rennais, à peu près 10% du coût de l'eau brute. Donc, qui paye? Qui paye? Qui paye ce coût de traitement de l'eau potable? Qui paye l'achat d'eau minérale? Qui paye les coûts de santé publique payés intégralement par l'assurance maladie? Donc, je veux dire, il faut remédier à tout ça, et il nous faut un plan d'ensemble qui passe à la fois sur le changement de système alimentaire et sur le changement des pratiques agricoles. Voilà, nous, pour terminer, on a un site dédié qui s'appelle Oser l'agroécologie, et pour tous les jeunes là qui sont dans la salle, allez voir des fermes vertueuses qui répondent finalement à ces enjeux de santé publique, qui répondent à la demande alimentaire locale. Ce qu'il faut développer en Bretagne, c'est diversifier les systèmes d'élevage pour introduire des cultures de vente comme les fruits et légumes,
comme des céréales, la Bretagne importe du sarrasin. Il faut redévelopper la filière sarrasin. Et je trouve qu'une des initiatives les plus intéressantes, et je terminerai par là, c'est celle de Eau du bassin rennais, hein, qui doit alimenter 600 000 personnes en eau potable et qui finalement contractualise avec les agriculteurs au travers d'achats de prestations de services de l'eau, en achetant leurs produits qui seront commercialisés dans la restauration collective de la métropole de Rennes à des prix corrects. Eh ben, on demande aux agriculteurs de changer leurs pratiques. Et voilà là, un système vertueux. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Alors, est-ce qu'on tend vers ce système vertueux, en tout cas vers un système vertueux tel que vous l'entendez D'abord, Olivier, je vais répondre à ta question de la problématique des médias qui, voilà, c'est sûr quand ils entendent des discours comme je viens d'entendre avec notre ami de Solagro, c'est évident que les médias, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il incrimine notre agriculture, considérant qu'elle est néfaste à tout point de vue. Quelque part, vous creusez le déficit de la sécurité sociale. Ouais. Non, alors que notre agriculture française est reconnue comme étant l'une des plus vertueuses, allez voir ce qui se passe, par exemple, en Espagne, en Pologne, pour ne citer que ces deux pays. Là-bas, vous n'aurez pas de chiffres, certes, mais allez voir ce qui se passe. C'est autre chose que notre agriculture, je peux vous dire. Et c'est pour ça que moi, je défends le modèle agricole que l'on a dans l'Ouest, avec le système polyculture-élevage, qui est un système très vertueux, certes, qui a des évolutions à faire, et on le fait, c'est ce qu'on appelle les transitions, mais il a de l'avenir. Et vous avez toujours été en transition. Depuis 20 ans que je vous connais, je parle au niveau de l'espace pour demain, on parle de transition continuelle et d'évolution et d'adaptation. Alors c'est vrai qu'on se retrouve face à des problématiques très importantes et même qui nous dépassent. Le réchauffement climatique, qui est quelque chose de mondial. Mais c'est vrai qu'ici, on parle des haies depuis plus de 15 ans, on parle des échanges parcellaires pour améliorer la meilleure productivité au sein de ces entreprises, de ces exploitations. Et c'est vrai qu'en soi, le terme productif, ce n'est pas obligatoirement un gros mot. Pour vous, en tout cas, être productif, c'est un peu dans l'esprit qu'évoquait Madame Mottet, améliorer la productivité, mais surtout l'efficience, émissions de gaz à effet de serre par kilo de produits. Et surtout, moi, j'étais avec le ministre de l'Agriculture avant-hier, répondre aux enjeux qui sont là de suite devant nous, souveraineté alimentaire et énergétique. On fait comment? Et là, on a des cartes dans nos mains. Allez, juste une question, juste une réponse aussi par rapport à ça. Alors, je sais que vous êtes resté dans votre champ de nutritionniste. Je vous rassure, c'est très important, Philippe Legrand. Vous, on parlait justement de souveraineté alimentaire. Est-ce que ça aussi, pour la santé publique, c'est quelque chose qui vous apparaît quelque chose d'important? Parce qu'on importe du coup aujourd'hui beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, avec pas obligatoirement les mêmes peut-être qualités que des produits qui seraient fabriqués en France. Alors, il faut relativiser tout cela. On est plutôt repu, on ne manque pas de grand-chose, donc réjouissons-nous. Mais c'est aussi grâce à l'agriculture, et là, c'est les générations avant, parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas évident qu'on s'en sorte comme ça. Donc là, je parle plus comme citoyen cultivé que comme nutritionniste. Et donc, si on est aussi indépendant, globalement, même s'il faut un peu de soja pour quelques vaches, si j'ai bien compris, c'est vital. Il y a eu quelques alertes avec la guerre en Ukraine, si je peux me permettre, je sors un peu de mon champ de compétences. C'était pas évident qu'on ait de quoi donner à manger à tous les animaux et à tous les humains, si ça s'aggravait quand même. Donc voilà, du point de vue santé publique, les excès des 30 dernières années en termes de, on a vu où ça conduisait, montrent que, comme d'habitude en santé, il faut le bon équilibre entre trop et pas assez. Mais l'indépendance, comme citoyen, je la mesure tous les jours avec mes cheveux blancs, et j'espère que ça pourra durer pour tous ces jeunes. Est-ce qu'il y a eu une ou deux questions? Une dernière question et on va conclure parce qu'il est l'heure. Allez, madame, bonjour, vous vous présentez? Bonjour, moi je suis comptable, donc je suis avec les agriculteurs tous les jours. Et je pense que les éleveurs font vraiment un effort et ont une pression sociétale sur le rôle qu'ils ont à jouer. Mais est-ce que ce n'est pas à nous aussi, consommateurs, de prendre conscience qu'il faut qu'on change certains modes de conscience? Alors quel est votre avis là-dessus? Voilà. Prise de conscience du consommateur, c'est un élément à prendre en ligne de compte. Comme on dit, de la fourche à la fourchette. Il y a la fourche aujourd'hui, mais il y a également la fourchette au bout. Et je pense que le travail d'éducation que vous faites, les uns et les autres,
notamment à travers cette table ronde, ça permet aussi de former nos esprits en tant que consommateurs également, et pour ceux aussi qui sont présents, en tant qu'éleveurs ou techniciens ou professionnels de l'agriculture. Jean Jouzel, un mot de conclusion par rapport à cet échange? Bien, disons, moi, je crois important qu'il y ait disons que le réchauffement climatique soit au cœur du débat dans le monde agricole, parce que c'est tellement important. C'est vrai pour beaucoup d'autres. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, c'est pas mon affaire. Mais s'il y en a un qui doit se le dire, et alors des fois, bon, il faut quand même savoir que je suis moi-même, disons, je suis né dans une ferme, voilà, mais bon, je sais de quoi, enfin, quand je parle du milieu agricole, je sais de quoi je parle, hein, je veux dire. Donc, bon, il y a quand même eu un petit retard à l'allumage, je voudrais dire. Et j'ai un peu le regret, je le dis, que ce débat sur le réchauffement climatique vienne un peu tardivement. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de climato-scepticisme dans le monde agricole. Il aurait fallu peut-être que le monde agricole prenne plus au sérieux la communauté scientifique depuis 20-30 ans. Et je crois, voilà, donc je suis très content qu'on ait eu ce débat. C'est ce que je veux dire simplement. C'est extrêmement important pour le monde agricole. Monsieur Zocchello, vous n'avez pas beaucoup entendu, donc je vous donne aussi la parole pour conclure également. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cet échange et puis le travail que vous avez envie de mener, peut-être aussi avec l'appui aussi des chambres? Est-ce qu'il y a des possibilités de rapprochement et d'échange sur ces sujets-là? Oui, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. La TR&D, aussi bien pour le bien-être animal, le modèle polyculture-élevage. On n'est pas contre le fait de demander aux animaux aussi d'être plus efficients et plus productifs. La problématique, c'est quand est-ce que ça devienne trop pour l'animal? À partir de quel moment l'animal est surmené? Voilà, tout est une question de dosage. Est-ce que je peux faire aussi une intervention sur la méthanisation? Parce que c'est quand même très lié à la table ronde. Il y a une problématique énergétique et une des solutions qui a été identifiée par l'État français, par l'Europe, c'est le développement du biométhane. Alors à Wild Farm, quand on a pris conscience de ces intentions, on a tout de suite été un peu inquiets, puisque les méthaniseurs, ils récupèrent les effluents d'élevage, et évidemment, les méthaniseurs sont rentables s'ils récupèrent un maximum d'effluents d'élevage. Ce qui est une bonne chose en soi. Ce qui est une bonne chose en soi, sauf si, pour récupérer davantage d'effluents d'élevage, on prive les animaux de sortie à l'extérieur, enfin d'accès aux prairies. Et ça favorise le zéro pâturage. Donc ça, c'est un point de vigilance, là aussi, où des réponses environnementales peuvent poser un risque pour le bien-être animal. Donc à Wild Farm, on n'est pas contre la méthanisation, dès lors que ça n'impacte pas négativement le bien-être animal. Juste un mot de conclusion également, Philippe Legrand. Jean Jouzel a dit en fait on aurait dû gagner du temps, donc je pense que tout le monde est averti de l'importance du sujet. Là, c'est le professeur qui parle cette fois-ci, c'est-à-dire pour gagner du temps, il faut en plus que les solutions simples qui sont fausses, on leur accorde moins d'importance, et que la formation, c'est-à-dire toujours la mesure et la réalisation que c'est complexe, comme cette table ronde le montre, plus il y aura de gens qui seront conscients que c'est complexe, mais pas découragés de faire quelque chose, alors là, on gagne du temps. Et c'est pour répondre à votre question sur les médias. Les scientifiques, les chercheurs sont toujours disponibles pour faire ça. Mais l'exigence scientifique, elle peut faire aussi gagner du temps à tout le monde. Et là, les médias ont leur responsabilité. Très court, Monsieur Poitreau, à Toulouse, pour conclure. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir invité. Moi, je suis toujours content de débattre et j'espère que ces débats et ces prospectives sur l'avenir de la Bretagne pourront continuer en Bretagne, parce que c'est quand même compliqué de débattre en Bretagne, hein, surtout quand on parle de l'élevage. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui les gens sont particulièrement conscients des enjeux. C'est une année charnière. C'est vrai que les agriculteurs ça va pas être facile pour eux, parce que déjà ils vont manquer de fourrage, hein. Dans le Massif central, chez nous, il y a une manque de fourrage. On ne sait pas trop comment les prix de l'énergie vont évoluer, et l'agriculture consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc il va y avoir un véritable challenge. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas de solution à l'enjeu agricole si on ne passe pas au système alimentaire et si on ne couple pas l'agriculture et l'alimentation. Et moi, ce que je regrette, notamment dans la PAC, la nouvelle PAC qui va démarrer à partir du 1er janvier 2023, c'est que finalement, elle ne s'est pas du tout couplée à l'alimentation. C'est une PAC qui reste agricole et qui ne répond pas du tout aux enjeux alimentaires tels qu'ils sont posés par le ministère de la Santé, quoi. Voilà, donc il y aura beaucoup de travail. J'espère que les échanges pourront continuer, parce qu'ils sont quand même pas faciles. Mais moi, je pense que si on veut trouver des solutions, je conseille aux représentants du milieu agricole, en tout cas, de faire de la prospective, d'avoir plusieurs scénarios
dans ses mains et ne pas se buter sur quelques voies seulement et d'éliminer les autres, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on ne sait pas comment le monde sera fait demain. Je pense que, juste un dernier exemple, quand les gens ont pensé les centrales nucléaires que vous avez refusées en Bretagne, les super ingénieurs qui ont pensé tous nos réseaux nucléaires, aucun n'avait imaginé qu'on stopperait les centrales nucléaires parce qu'il n'y aurait pas d'eau dans les fleuves pour les refroidir. Voilà, donc en fait, c'est toujours compliqué de faire la prospective, mais moi je pense que peut-être Jean Jouzel n'a pas assez insisté là-dessus. Il faut quand même voir le climat qui va s'annoncer demain. Enfin, je veux dire, là, on a eu 3 vagues de chaleur cet été. Dans les 20-30 ans qui viennent, on aura des vagues de chaleur qui pourront durer entre 1 et 2 mois selon Météo France. Donc, au niveau agricole, il faut s'attendre quand même à des perturbations particulièrement fortes, quoi. Et je pense que le GIEC, de toute façon, est sensible à ce sujet et on peut compter sur lui aujourd'hui pour nous apporter les informations nécessaires. En conclusion, juste quelques mots, Monsieur Jouzel. Entendez que la profession agricole a pris complètement conscience du sujet, hein. Même si peut-être on a un peu de retard à l'allumage, mais on a pris complètement conscience. Ah, Monsieur de Solagro, venez nous voir en Bretagne. Parce que quand vous parliez des prospectives à mettre sur la table, dans les chambres d'agriculteurs de Bretagne, on l'a fait. Au printemps, on a des scénarios qui sont sur la table. Venez les découvrir et vous verrez ce qu'on fait. Et enfin, pour finir, quand Madame parlait des consommateurs, c'est vrai que dans notre métier, c'est pas toujours simple quand même. Parce que, voilà, on nous demande, voilà, les transitions, d'orienter nos productions, d'aller vers du bio, par exemple. Et c'est très bien. Et c'est ce qu'on fait. Sauf qu'aujourd'hui, très concrètement, dans l'exemple du bio, les marchés sont très mauvais. Et donc, on a engagé des producteurs et des jeunes. Et on fait comment? Donc, c'est pour ça que, voilà, hein, c'est tout ça, hein, qu'il faut aussi avoir en tête, hein. Très bien. En tout cas, merci à l'ensemble de nos intervenants. On peut les remercier et les saluer. On peut remercier Ghislain Zuccolo, directeur de Wellfarm, André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture, Philippe Pointreau, délégué au développement de Solagro. Également, on va remercier bien sûr Anne Motet qui était avec nous, on va dire en différé du Kenya. On va remercier également Jean-Louis Perrault qui était avec nous. Et bien sûr Philippe Legrand, nutritionniste. Voilà, on rappelle également, et c'est important, l'Espace pour demain est conçu et animé par le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne, avec l'appui de partenaires comme le GIE Élevage de Bretagne, Agritic BDI, Acerva, CRD, Fentech, Nénuphar, Serap, KeroWorld sont des exposants qui viennent également présenter du matériel et des solutions par rapport à la problématique du climat et de l'élevage. Et on remercie également les instituts techniques IDEL, ITAVI et IFIP. On va terminer en disant que on a commencé la table ronde avec ce sujet, cette thématique qui était l'élevage, un coupable idéal. On a envie de croire que demain, l'élevage sera ou est déjà un allié idéal. Merci.